Le corps et le sang. Catherine. Le corps et le sang. Le corps et le sang. Le corps et le sang. Catherine. Le corps et le sang. Catherine. Le corps et le sang. Ta gueule! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Au programme aujourd'hui, nous allons revenir sur le nouvel opus d'une franchise culte qui compte désormais 6 films et une série télé, L'Exorciste Dévotion, réalisé par David Gordon Green, actuellement en salle de cinéma. Il y a un problème avec ma fille. Aidez-moi! Il y a un problème avec la mienne aussi. Le diable, lui, n'a qu'un seul désir. Je sais pas où elles sont allées, mais elles ont rapporté quelque chose avec elles. Nous faire perdre la foi. Je crois que vous pouvez nous aider à ramener nos filles. L'éradiquer. L'Exorciste Dévotion est à la fois une suite du film original L'Exorciste, sorti en 1973 réalisé par William Friedkin, et le début d'une nouvelle trilogie, à l'image de ce que son réalisateur David Gordon Green avait déjà fait avec la franchise Halloween, qu'il a rebooté avec Halloween 2018, qui servait de point de départ d'une nouvelle trilogie, avec Halloween Kills et Halloween Ends, et qui servait aussi de suite directe au film original de John Carpenter. C'est donc un énorme pari que prend David Gordon Green et ses producteurs Jason Blum et Danny McBride, puisque le projet est directement annoncé comme une trilogie, dont la production a déjà investi plus de 400 millions de dollars rien que pour avoir les droits de L'Exorciste. L'Exorciste Dévotion met en scène un père en recherche d'aide désespérée suite à la possession de sa fille et de son amie d'école Catherine. Sa quête de soutien le mènera à Chris MacNeil, la même Chris MacNeil que le film original. Ensemble et accompagnés de plusieurs proches, ils vont tenter d'exorciser les deux petites filles du démon. Et pour voir si Pazuzu est toujours en forme en 2023, nous sommes en présence aujourd'hui de Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Dario du podcast Plan Plan. Hello. Amélie du Festival de Cinéma On vous ment. Bonsoir. Et moi-même Romain du Bistrot sur Filmo. Lily et Mylène ne sont pas là aujourd'hui, elles prennent un repos bien mérité après avoir chié sur le film évoqué la semaine dernière. Voilà, si vous y étiez, vous savez. Pour commencer, vu que c'est un réalisateur assez clivant, David Gordon Green, et qu'en plus L'Exorciste est une grosse franchise, je vais vous demander ce que c'est que votre rapport déjà à la franchise Exorciste et à son réalisateur, du coup, David Gordon Green. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, mon rapport à la franchise de L'Exorciste, elle est fluctuante. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le premier film, mais j'irai pas non plus jusqu'à le classer parmi les films d'horreur que je préfère. Je reconnais qu'il est très efficace et qu'à l'époque, ça a dû être un choc assez phénoménal. Mais c'est pas forcément le film qui me vient tout de suite en tête dès qu'on dit grand classique absolu du cinéma d'horreur à montrer impérativement aux uns et aux autres. Les suites, je les trouve assez bâtardes pour la plupart. L'Exorciste 2, je me rappelle l'avoir vu il y a très longtemps et l'avoir détesté, mais après avoir revu pas mal d'extraits, je me dis qu'en fait j'ai peut-être dû passer un petit peu à côté, parce que quand même John Boorman et Ennio Morricone, je crois, à la musique. Du coup, il y a quand même beaucoup de personnes que j'apprécie là-dedans, et j'ai le souvenir vraiment d'un film très très singulier qui est vraiment à l'opposé total de ce que moi j'imaginais. Et en vrai, avec le recul, je pense que je vais lui redonner sa chance, parce que aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je recherche, quoi, les films qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Halloween 3, je ne l'ai pas vu, malgré la solide petite réputation qu'il a. L'Exorciste 3. L'Exorciste 3, pardon, je suis déjà sur autre chose. Spoil. L'Exorciste 3, pardon, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, tout ce que je connais du film, c'est ce que j'ai pu lire à droite à gauche et les quelques extraits qui tournent un petit peu en boucle, là, avec le fameux jumpscare dans l'hôpital. Le fameux. Je sais même plus si c'est une suite ou un préquel ou je sais pas quoi. Fallait L'Exorciste au commencement, là, qui était d'abord un film de Paul Schrader avant d'être terminé, entre guillemets, par Renny Harlin. Oui. Je me rappelle de rien, si ce n'est que c'était très chiant. Je me rappelle aussi de Yen en image de synthèse. Déjà, à l'époque, me flinguait les yeux. Donc, voilà. En vrai, hormis le premier film, le reste, en fait, c'est soit très flou,
soit pas encore vu, donc j'ai pas vraiment d'affect particulier par rapport à la saga. Et concernant David Gordon Green, en vrai, j'ai aucun affect, juste je m'en fous, parce que la plupart des films qu'il a pu faire avant Halloween, c'est des films que j'ai zappés volontairement parce que c'était des comédies qui moi en fait me semblaient un petit peu balourdes, pas forcément ce que j'avais envie de voir en tout cas à l'époque. C'est des trucs de Judd Apatow, c'est pas forcément ma cam. Le seul film de lui que je me souviens avoir vu et avoir apprécié, c'est L'autre rive, dont la musique était composée par Philip Glass. Il y avait une ambiance un petit peu à la Jeff Nichols, et je me rappelle qu'en fait j'avais entendu parler du film par rapport au fait que c'était Terrence Malick qui était producteur et qui avait beaucoup parlé du film à l'époque. Et sur le moment, j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais en vrai, j'ai du mal à comprendre sa carrière parce que quand tu passes de ça à des comédies débiles, puis ensuite enchaînes avec Halloween, voilà, j'ai du mal à suivre le bonhomme. Donc voilà, je m'en fous un peu, très honnêtement. Et les Halloween, j'avais apprécié, j'avais pas non plus sauté au plafond. Mon préféré étant le deuxième, je trouve que c'est vraiment... Grave. Même si c'est vraiment l'épisode par excellence qui ne fait absolument rien avancer en termes d'intrigue et d'histoire. Le film se termine, t'es exactement au point de départ. Il y a juste eu un gros body count entre-temps et pas mal de meurtres. Je l'aime bien, mais la trilogie en elle-même, est-ce qu'elle se justifiait ? Je suis pas sûr à 100%. C'est donc un bof pour toi, Mathieu. Amélie, de ton côté, David Gordon Green et l'Exorciste, qu'est-ce que tu en penses ? Je vais commencer par l'Exorciste parce que je regarde pas beaucoup de films d'exorcisme, tout simplement parce que j'adore l'Exorciste. Voilà, j'adore l'Exorciste de Friedkin. C'est vraiment un film que moi, par contre, je classe dans les grands classiques du cinéma d'horreur. Je le trouve terrifiant. Même encore aujourd'hui, il me terrifie. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup et du coup, je n'ai pas regardé les suites. Je n'ai pas vu ni le 2 ni le 3. Un peu pour me préserver, j'avais peur d'être déçue, j'avais peur de... Du coup, à chaque fois que je regarde un film qui tourne plus ou moins autour de la notion d'exorcisme, je trouve ça pas ouf parce qu'en fait, c'est pas l'exorciste, c'est jamais l'exorciste. Et du coup, j'ai pas vu beaucoup de films d'exorcisme en soi. Je sais qu'il y a toute une mouvance du cinéma, notamment dans les années 2000, sur ce truc-là, sur le fait d'exorciser des enfants. Je sais pas, une mode à l'époque. C'est ça. Du coup, en fait, j'adore l'Exorciste et là, c'est la première fois que je regarde une suite préquel, legacy-quel, remake de ce film. Alors c'est même quasiment pas ça. Je tiens à le souligner, c'est une vraie suite. Il a dit que même si ça ignore les autres suites, ça les annule pas. Oui, mais c'est un genre de legacy-quel, quoi. On est quand même oui, concrètement, oui. Mais c'est pas un legacy-quel qui va annuler toutes les suites comme il l'a fait avec Halloween ou comme c'est la mode depuis quelque temps d'annuler des anciens films pour refaire des trucs. Voilà. Quant au réal, David Gordon Green, je n'ai vu aucun de ses films. Voilà, c'est bien simple, je n'ai pas vu les remakes d'Halloween, les remakes Legacy Quell, ce que tu veux. Je ne les ai pas vus, donc j'ai vu concrètement aucun de ses films. J'ai été voir sa filmo juste avant de faire le podcast et j'en ai vu aucun. Donc comme ça, c'est réglé, je ne connais pas ce monsieur, je découvre son cinéma. Ah, c'était ton premier contact avec lui pour l'Exorciste, du coup? Oui, je sais pas si c'est en bien ou en mal, j'en sais rien. Ok, on en reparle juste après, du coup. Dario, qu'est-ce que tu penses de l'Exorciste et qu'est-ce que tu penses de David Gordon Green? Alors moi, comme Amélie, j'avoue, l'Exorciste, je trouve que c'est un film phénoménal et que je placerais dans le top 3 des films d'horreur de tous les temps, je pense. Comme Mathieu, par contre, moi j'ai vu le 2 et je l'ai vu il y a pas longtemps et c'est un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie, je pense, honnêtement. L'Exorciste 2, je trouve vraiment que c'est mauvais en tout point. Enfin, il y a vraiment un problème d'écriture. Après, je crois que le film a eu des problèmes de production, mais en fait, c'est que ça se voit énormément. Et dans l'écriture, dans le montage, c'est hyper laborieux. T'aimes pas les sauterelles, Dario? Bah si, quand Terrence Malick les films, j'adore, mais quand c'est pas Terrence Malick, ça me fait chier. Et je sais pareil que l'Exorciste 3 il a une bonne réputation et j'attends toujours de le voir, j'attends le bon moment pour le voir, mais pareil le fameux jumpscare dans le couloir de l'hôpital, je le connais, mais j'attends, je peux pas trouver le bon moment encore. Et les autres je les ai pas vus, les autres films, l'Exorciste. Et il y a une série aussi, ce que tu disais, non? Il y a une série télé qui a été très bien reçue et qui n'est plus en production malheureusement. C'est quoi le titre? L'Exorciste. C'est juste ça s'appelle juste l'Exorciste, quoi. Ok. Et pour ce qui est de David Gordon Green, bah j'ai vu Pineapple Express et Halloween 2018. Et pour le coup, j'ai pas vu Kills et Ends, mais 2018, j'avais plutôt bien aimé. Je trouve qu'il y avait des bons trucs, notamment la musique de John Carpenter. Mais voilà.
Kills et Ends, c'est ceux qu'il faut voir le plus parce que c'est ceux qui sont le plus clivants. Je trouve que c'est des films qui sont super intéressants thématiquement et d'un point de vue réalisation. En plus, c'est super beau. C'est quelque chose qu'on peut pas dire de tous les Halloween, mais je réserve ça pour un autre épisode. Sachant que je vous rejoins entièrement sur l'Exorciste. Moi, je dis Dario et Mathieu surtout. C'est la franchise Osef. Je trouve que c'est une franchise qui s'est immolée par le feu dès le deuxième épisode pour empêcher tout moyen que ça fasse une vraie franchise qui tue sur le long terme. C'est-à-dire que déjà, bon, t'as le premier qui est un chef-d'œuvre, le 2 arrive et va faire un truc, je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais j'espère que vous aimez les sauterelles, et est tellement radical dans son traitement de l'histoire, de la mise en scène et tout, que ça ne passe pas. En fait, je le trouve fascinant dans son ratage, parce que faire un film qui change autant par rapport au premier ensuite, alors qu'on aurait pu avoir vraiment un copier-coller, c'est audacieux. Mais c'est raté. C'est ça le problème. Mais je vais pas non plus trop développer pour pas non plus ralentir. On en parlera dans un autre épisode peut-être, j'espère. Le 3, je l'aime bien. Je trouve qu'il est un peu surestimé. Je sais que son jumpscare est devenu culte. Mais je sais qu'il y a une deuxième version aussi que j'ai pas vue, donc peut-être que mon jugement n'est pas fini sur ce film. Et voilà, et le défaut de ce genre de film, c'est que tous les films d'exorcisme qu'on s'est tapés depuis 73 se ressemblent tous, et qu'il n'y en a pas un qui tente autre chose que ce qu'a fait l'exorciste. C'est toujours le même schéma, les mêmes personnages, les mêmes tropes, et il n'y a rien de plus casse-couille qu'un film d'exorciste parce que tu sais ce que tu vas voir. Il y a des variations. Il y a eu récemment un film, par exemple, L'Exorciste du Vatican, où leur variation c'était de foutre Russell Crowe sur un Vespa en prêtre. Voilà. Ça passe que par des petits trucs comme ça. Il n'y en a que un ou deux que j'aime bien, que je recommande pendant que je peux. C'est Le Dernier Exorcisme, qui est une version found footage de l'exorciste du coup, où un faux curé qui fait des faux exorcismes pour faire de la thune et rassurer les gens, on va dire, du placebo, se retrouve face à un vrai démon. Et ça, c'était plutôt intéressant malgré la fin pourrie. Ou les meilleurs films d'exorcistes, pour moi, c'est ceux qui n'en sont pas. Je pense à Phénomènes paranormaux, qui est un film avec Mila Jovovich, qui est un faux documentaire sur les extraterrestres, où une nana, du coup, se fait contacter par les extraterrestres, elle se fait du coup kidnapper, etc. Et la communication avec les aliens, il y a une séquence qui est exactement un exorciste, en version beaucoup plus terrifiante, parce que c'est des fausses images de documentaires, etc. C'est vraiment bien foutu. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a rien de pire dans le cinéma d'horreur que le film d'exorciste. Vraiment. C'est le sous-genre qui a commencé et fini avec l'exorciste. Et depuis, il y a vraiment rien. Et depuis, voilà, il y a juste quelques pigeons qui tentent de manger un peu les miettes en dessous. Après, il y a une petite variation que moi je trouve très intéressante et même bien plus intéressante en vrai que le truc original. C'est tout ce qui est exorcisme chinois. Il y a toute une vague de films d'exorcisme qui sont faits en fait à Hong Kong. Et il y a, si vous devez en voir qu'un seul, L'exorciste chinois de Sammo Hung, c'est une petite merveille. Et rien que pour le quart d'heure final qui est complètement fou, il faut absolument voir ce film. Et le titre, c'est L'exorciste chinois ? L'exorciste chinois, ouais. C'est parfait. Bizarre comme titre. Okay. Bah, il n'y a pas plus d'informatif, tu sais ce que tu vas voir, quoi. Ouais. Merci pour vos opinions. On va passer à l'avis sur le film. C'est un avis qui sera avec spoiler, je pense, mais vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas grand chose à spoiler dans ce film. Amélie, t'avais beaucoup de choses à dire, visiblement. Ouais. Vas-y, lâche-toi. Le film. Alors, je reconnais certaines qualités au film qui ont qu'il essaie de se positionner comme un anti-Warren Universe. Dans son côté très anti-spectaculaire, qui est la base de L'Exorciste. Parce que si on revoit le film de Friedkin, en fait, on a tous gardé en tête les passages d'exorcisme, voilà, elle vomit, il y a sa tête qui tourne et tout ça, mais il y a assez peu de scènes vraiment d'exorcisme, ou même de moments où Regan est franchement violente. C'est beaucoup de dialogues, c'est beaucoup de scènes à l'hôpital, c'est des longs dialogues avec des prêtres, des policiers, des amis. Voilà, il y a vraiment des longs plans sur des couloirs. Voilà, c'est le quotidien de cette mère de famille qui est complètement dépassée par ce qui lui arrive. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne le trouvent pas effrayant, voire même très chiant. Parce qu'il est quand même long dans sa mise en place, les choses vont très progressivement, même s'il y a des scènes très marquantes. Et du coup, je vois que ce remake essaye de prendre un petit peu ce pied-là avec le quotidien de cette famille, de ce père, avec sa fille, tout ça. En fait, on n'a pas tout de suite des scènes hyper violentes de gamines qui montent au plafond et tout. Peut-être même qu'on en manque un petit peu, parce qu'au final, on les voit pas trop, ces gosses. En tout cas, on les voit pas trop être bizarres. Alors que chez Regan, dans le premier Exorciste, il y a quand même toute une gradation. Elle commence par faire pipi sur le tapis, par dire des trucs bizarres, d'insulter les médecins. Voilà, elle devient pas complètement possédée par le démon du jour au lendemain.
fait monter un petit peu la sauce. Mais toujours est-il que, en tout cas, le film essaye de reprendre ce truc-là et le film fait des petits clins d'œil à ceux qui connaissent bien le film de Friedkin, dans certains plans, dans certaines lumières, dans dans la construction de certains plans. Si tu connais bien le film de Friedkin, tu captes le petit clin d'œil. Mais après, The Sexorcist fait ça aussi. Est-ce que ça fait de ce film un bon film ? Je laisse les auditeurs juger. Le name drop de l'enfer. Elle l'a placé. Elle l'a placé, quoi. En tout cas, voilà, je sens que le film essaye de faire des clins d'œil à son matériau d'origine, on va dire. Mais il prend un tel contre-pied dans le sens du film que moi, ça m'a presque révolté, quoi. En fait, ce qui fait que L'Exorciste est toujours aussi terrifiant, et notamment terrifiant pour moi, enfin moi je le trouve terrifiant, c'est que le film de Friedkin, il évoque des choses extrêmement sombres et noires. Ce film, il parle de pédocriminalité, il parle d'abandon, il parle de solitude surtout. En fait, tous les personnages de chez Friedkin sont extrêmement seuls. Ils sont seuls face à la mort, ils sont seuls face au divorce, ils sont seuls face à l'abandon par leur père, ils sont seuls face au fait de voir leur mère mourir, ils sont seuls face au fait de perdre la foi. C'est un rassemblement de personnages qui sont extrêmement seuls dans leur vie et dans ce qui est en train de leur arriver. Et ça, je le sors pas de mon chapeau, puisque dans L'Exorciste selon Friedkin, le titre du film, le documentaire se termine dans un jardin japonais où Friedkin parle que justement il a voulu faire un film sur la solitude. Et c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup dans L'Exorciste. C'est ça qui est terrifiant en fait, c'est que ce film il parle de choses auxquelles on est confronté. On n'est pas confronté à des démons de Mésopotamie tous les jours, mais on est confronté à la mort, au deuil, à la solitude, à des choses comme ça. Et d'ailleurs, Karras réussit à vaincre le démon en se sacrifiant, c'est-à-dire en étant seul face au démon. D'ailleurs, il y a cette scène de dialogue que moi je trouve incroyable quand Regan est attaché sur le lit et que le père Karras, Damien Karras, rentre et a cette petite conversation avec Pazuzu, où presque il plaisante un peu, il y a quelque chose de très ambigu qui est en train de se passer. Le démon dit « Ah, belle journée pour un exorcisme », il joue un petit peu avec lui et tout. Et ça fait qu'il y a une tension qui se crée, c'est que le démon, est-ce qu'on peut lui faire confiance, jusqu'où est-ce qu'il peut aller, voilà, il y a une négociation qui rentre avec lui. Mais en tout cas, le prêtre est seul face au démon et il décide de le prendre, je vais spoiler l'exorciste, mais bon, ça date de 74. Ça a 50 ans, c'est bon. C'est bon. Donc, Karras prend le démon avec lui et saute par la fenêtre et meurt en bas des escaliers dans une très belle scène. Et là, dans le film, dans ce remake, c'est tout l'inverse. C'est le pouvoir de l'amour et de l'amitié et de tout le monde va s'allier ensemble à travers les religions et les générations. We are the world. Et on va et tous ensemble, grâce au pouvoir de l'amitié, nous allons vaincre les démons. Et je trouve que c'est exactement... Du coup, ça rend le film très optimiste, bizarrement. Il termine presque sur une happy end. Ok, il y a une gamine qui meurt, mais au fond, on la connaissait pas, on l'a presque pas vue, cette gosse. C'est pas son problème. C'est son problème. Il a de l'empathie pour elle, bref. Et grâce à tous, ils se sont donné la main, les catholiques, les protestants, les haïtiens, le vaudou et tous, grâce à la foi de Jésus-Christ, ils se sont alliés pour sauver ces gamines. Enfin, en tout cas, 1 sur 2. Et du coup, je trouve que le film termine sur un monologue sur l'espoir et sur le fait que si on est tous unis dans la religion et la foi du Christ, on pourra s'en sortir. Et je trouve le film, vraiment, je suis restée comme ça, genre, mais comment c'est possible de faire comment c'est possible de finir sur cette note-là ? Le film est très lisse. Et on a un personnage principal qui est un athée qui retrouve la foi, donc c'est-à-dire l'inverse de Damien Karras qui est religieux, qui lui a perdu la foi et n'arrive plus à trouver Dieu. Donc on est vraiment sur un mouvement très inversé et du coup ça rend ce film très lisse et très optimiste et c'est un truc encore une fois sur le deuil. J'ai l'impression que tous les films actuels grand public d'horreur nous parlent du deuil parce que c'est un sujet beaucoup moins touchy que tous les sujets qui étaient abordés dans L'Exorciste de 1974. Du coup, ça ressemble à n'importe quel film d'exorcisme grand public. Ça ne raconte pas grand-chose. Et pourtant, le film commence à l'étranger, donc à Haïti, exactement comme le film de Friedkin commence lui aussi à l'étranger. Je me suis dit, il va peut-être en faire quelque chose de ça. Et en fait, cette prêtresse vaudou
Je me suis dit ça va être le miroir de Damien Carras, mais pas du tout. Elle débarque, elle parle jamais aux démons, elle fait juste la cérémonie avec eux. Quand le démon il est tilté bébou, elle lui amène un bol et puis voilà. et c'est bon quoi. On a fait le tour. Elle était même pas si importante que ça, alors que le vaudou, en tout cas la religion à Haïti, ça aurait pu être un truc hyper intéressant à traiter dans l'exorcisme. Et ça ne l'est pas. Et du coup, je trouve que tous les personnages sont mal amenés, mal écrits. Pourquoi il y a 2 gamines, il n'y en a qu'une seule, on sait très bien que c'est elle qui va survivre parce qu'il n'y en a qu'une seule à qui on s'intéresse. Et presque, je trouve le film un peu prosélyte, quoi. Presque, j'ai envie d'aller jusque-là. Il te dit que grâce à l'amitié et que si on se donne tous la main en priant très fort, on va s'en sortir dans la vie, quoi. Même... jusqu'à la fin, avec ce caméo, je vais spoiler, jusqu'à la fin où si tu crois très très fort, ta fille qui t'a renié depuis des années peut revenir te chercher à l'hôpital. Le retour de l'être aimé. Voilà. Et du coup, je suis restée sur un truc genre, mais que me raconte ce film ? C'est un Disney, quoi. Ça finit bien. Je suis sortie, je sentais vraiment We Are the World, quoi. Vraiment, c'était... D'autant plus que si tu regardes bien, tout ce côté hyper positif, on se tient la main et on a gagné contre le mal à la fin, il tient pas, puisqu'ils ont absolument pas gagné contre le démon. Le démon, non, c'est lui qui a gagné parce que... Oui, c'est lui qui leur a tendu un piège. Et en fait, ils sont Contexte pour les auditeurs, voilà, pendant l'exorcisme qui tourne un peu mal, le démon dit, écoutez, vous me cassez les couilles, je me casse, mais je bute une des gamines, vous choisissez. Et c'est ce qui se passe au final, c'est qu'ils choisissent et qu'une des gamines crève et le démon s'en va. Et que tout le happy end, en fait, c'est ça que... pour que mais d'ailleurs, il croit ce démon alors que, contrairement à Pazuzu dans le premier film, qui est très ambigu, il montre qu'il a du pouvoir, mais il montre qu'il peut te la faire à l'envers, mais jusqu'où tu peux lui faire confiance et tout. Là, le démon ne fait que dire des insanités. Ils ont gardé le côté ta mère suce des bites en enfer, quoi. Mais ils n'ont pas gardé le côté presque charmeur et charmant du démon qui peut parfois c'est ça. essayer de te la faire à l'envers. Donc pourquoi il le croit, ce démon ? À aucun moment il a été entre guillemets sympa avec eux. Il leur a toujours fait que leur cracher des insultes à la gueule. Donc ils sont là, vas-y, on va lui faire confiance, mais pourquoi ? À quel moment ? C'est ça, et c'est lui qui gagne. Et donc ce message totalement positif à la fin, moi j'ai pas capté. Oui. Le côté putain, trop bien, on y croit, c'est parfait. Enfin frère, il y a une gamine qui vient de se faire buter quand même, quoi. Et le démon, il court en liberté quelque part. C'est pas la fille du personnage principal, donc c'est pas grave. Non, donc c'est pas grave. Et puis même à la fin, les parents, ils sont dans un dîner et ils se retrouvent. Enfin, il y a un truc genre, oui, bon, bah ça va, elle est morte, mais on va pas en faire toute une histoire quand même. C'est bon, on peut en faire d'autres au pire. Qu'est-ce que c'est ? On va quand même aller manger des pancakes, merde. Bah oui. Mais... c'est lunaire, totalement, ce passage. Et du coup, voilà, je trouve que le film est ça lui enlève toute possibilité d'être effrayant. C'est-à-dire que tout ce qui me terrifie dans l'original, avec des scènes parfois genre le père Carras qui voit le fantôme de sa mère en sortant du métro, elle est terrifiante, cette scène. Et là il y a rien de tout ça. Il y a rien de tout ça, et du coup c'est des gentilles petites filles, une gentille petite famille, et grâce au pouvoir de l'amour, et ils ont gagné. Enfin, ils ont même pas vraiment gagné, donc voilà, nul et non avenu, quoi. Il y a rien suite au prochain épisode. Donc voilà, c'était mon point de vue. C'est pas si mal filmé, je trouve, mais c'est vide et lisse et inintéressant. Voilà, c'est mon avis. Vide, lisse, inintéressant, ça commence pas très bien pour l'exorciste. Dario, de ton côté, est-ce que c'est un peu plus positif ? Non. Yes. Il faut savoir que tout ce que j'ai écrit sur la première partie de mes notes, c'est tout ce que Amélie a dit, donc je plus sois à 100%. Mon premier mot, c'était prosélytisme, donc vraiment on était en Bluetooth avec Amélie. Et justement, je trouvais que, pour revenir un peu sur ce que tu as dit, cette prêtresse vaudou là, j'étais quand même frustré de ouf qu'elle serve à rien en fait. Oui. Et surtout qu'à un moment, alors faut peut-être que j'ai halluciné, mais à un moment elle dit des prières chrétiennes, non ? Enfin, quand ils disent tous à l'unisson, c'est une espèce de prière catholique, en tout cas, non ? Et je me suis dit, mais qu'est-ce chrétienne, que c'est sûr. Après, le vaudou, c'est ce qu'elle dit, c'est que c'est un mélange à la fois de religions africaines qui ont été mélangées à des trucs amérindiens, qui ont aussi hérité du colonialisme. Donc, en fait, le vaudou, en tout cas comme elle le présente, c'est un mélange de plein d'influences. Donc, c'est pas surprenant qu'elle se mette à dire des prières, mais après, de toute façon, ils ont tous prié Jésus-Christ. Voilà, il y avait pas de... Ils étaient tous d'accord dans cet exorcisme. Mais ouais, c'est ça. Et qu'en fait, l'enjeu du film, c'est de convertir le père, en fait. Et ça, c'est un peu problématique, je trouve, comme message, en fait, pour le film. Parce que pour moi, le film, il a deux messages. Il y a
il faut croire en Jésus, donc tout ce qu'Amélie vient de dire, et ne choisissez pas entre vos enfants, n'ayez pas d'enfants préférés. Pour moi, c'est ce que le film essaye de me dire. Sauf que le film n'est jamais surprenant, même dans son twist, parce qu'il y a quand même un twist dans le film, on peut en parler. Est-ce que c'est le moment Avengers avec le curé? Non. Non, on en reviendra plus tard. Ouais. Il est mort quand même. En plus, il débarque et il meurt, tu vois. Genre, Non, le twist dont je parlais, c'était en fait au tout début du film, quand on est à Haïti. La mère de Angela, du coup la fille du personnage principal, meurt, elle a un espèce de grave accident machin, sauf qu'elle est enceinte de 9 mois et les médecins lui disent à son père, il faut choisir entre sauver ta femme ou sauver ton enfant à naître, quoi. Et là le film coupe et on saute dans genre 13 ans plus tard et on voit donc ce mec là plus vieux avec sa fille de 13 ans, mais du coup ça laisse en fait une impression trop bizarre, parce que tu dis le mec a choisi son bébé plutôt que sa femme. Enfin, c'est hyper bizarre. Alors que si le film avait inclus ce choix-là, et en fait, non, ça marche pas, en fait, votre femme va quand même mourir, donc faut sauver votre enfant, machin, ce qui est un peu le twist du film. S'il avait inclus ça dès le début, et que dans la progression du personnage, on le sait qu'il veut absolument cacher ça à sa fille, ça aurait donné le moment où le démon possède la fille et dit tu m'as pas choisi, machin, ça aurait été 1000 fois plus impactant. Parce que là, c'est juste... le démon dit « tu m'as pas choisi » et là on a un vieux flashback du début du film à Haïti. C'est affligeant, je trouve, comme façon d'écrire un film. Et pour revenir aussi sur ce qu'Amélie disait par rapport au côté hyper Disney du film, il y a quand même une scène, je trouve, qui est pas du tout à sa place. C'est la scène où on voit la gamine Catherine qui se fait emmener en enfer par les démons, là. Cette scène, elle arrive après le moment où la fille du personnage principal survit. Et du coup, c'est un peu le happy end. Et du coup, juste après, on coupe ce pseudo happy end avec une gamine qui se fait choper par des démons dans de la boue et qui se fait emmener. Une scène qui est hyper dark, hyper nihiliste. Et du coup, elle est pas du tout à sa place, cette scène-là. Soit fallait la mettre plus tôt, soit faut la mettre dans l'autre film, je sais pas, mais une rupture de ton totale, quoi. Le storytelling de merde, par excellence, quoi. C'est pas bien amené, il y a pas de tension, t'es balancé là-dedans sans explication, et je peux comprendre que ça pourrait marcher si il y avait la construction nécessaire avant ça, en termes d'attente, mais ouais, je comprends, mais ça a foiré. L'idée, bien sur le papier. Même niveau montage, au début, ils te font 2-3 plans un peu subliminaux de visage de démon. Bah ouais, mais dans l'exorcisme ça marche parce que c'est bien amené, parce que tu t'y attends pas, parce qu'il apparaît sur une haute cuisine, tu vois, pas parce qu'il là, enfin en fait c'est juste c'était pour le faire et c'est ça fonctionne. On dirait des jumpscares YouTube en fait. Oui, si ouais, tu veux. c'est ça. C'est qu'en fait le film a pas compris la puissance en fait de la vision de Pazuzu dans l'exorciste, parce que il y a une différence énorme, et d'ailleurs mon prochain point va parler de ça, c'est que les séquences de Pazuzu, il y a un silence quand on voit Pazuzu dans l'exorciste, et alors que là c'est hyper cacophonique, genre c'est quasiment un clip de métal des années 2000 avec des jump cuts avec des démons qui font devant la caméra. C'est une maison hantée. Ouais, c'est ça. Et j'ai trouvé, donc en plus du montage que je trouve plutôt raté sur toute la totalité du film, le film est hyper cacophonique. Il y a plein de séquences où il y a genre 6 personnes qui parlent en même temps. Et du coup, en fait, il n'y a pas de dialogue, c'est juste du brouhaha constant, quoi. C'est genre, c'est le brouhaha de South Park où tout le monde fait brouhaha. Ça, j'ai bien aimé, personnellement. Mais même, non, parce tu que vois, du coup, ça ne mène à rien. La scène médicale, ils ont essayé de refaire le truc parce que dans le premier, il y a Regan qui a un IRM et du coup, c'est vécu vraiment comme une agression et tout. Et là, ils ont essayé de refaire pareil avec les médecins qui leur parlent tout le temps, et avec ces cuts là hyper forts. Mais du coup, je suis d'accord avec toi, Dario, c'est du cut pour du cut et ça fonctionne pas. Ça a pas la même puissance que le bruit de l'IRM du premier, je trouve. Enfin, on dirait qu'ils ont essayé de refaire des trucs, mais pas bien, tu vois. Genre... Mais en fait, sans comprendre l'intérêt qu'il y avait dans le premier film, quoi. Donc, c'est compliqué. Vraiment juste faire un copier-coller sans comprendre la substance du truc, quoi. Ça part donc encore plus mal pour l'exorciste. Mathieu, est-ce que tu vas le sauver, ce film ? Non. Voilà. Merci. Je vais pas non plus l'enterrer. Mais je vais pas forcément en dire du bien dans sa globalité. En vrai, je pense que j'ai aimé la première, on va dire, non, peut-être pas la première moitié, le premier tiers. Du début du film jusqu'au moment où les gamines sont perdues dans la forêt.
je me suis dit, tiens, c'est pas mal. C'est pas parfait, il y a plein de trucs qui vont pas, mais je trouvais les dialogues pas trop mauvais. Il avait vraiment bien révisé son petit William Friedkin, et je retrouvais en fait pas mal de choses qui venaient du premier film et qui étaient, en tout cas, moi j'ai trouvé ça plutôt efficace, notamment, même si le montage encore une fois est pas très bon. Il y a des enchaînements de plans que je trouve assez réussis, qui proviennent encore une fois de ce qu'a fait Friedkin il y a 50 ans en arrière, mais c'est des enchaînements de plans qui consistent en fait à mettre une première scène relativement calme et à la faire s'enchaîner très brutalement avec quelque chose de très violent ou d'assourdissant. Et du coup, dans le film de Friedkin, ça crée une espèce de tension comme ça qui montait. Et je repense aussi à la séquence de l'IRM où il y avait des bruitages qui étaient des fois un peu vénères. Et ça rajoutait de la tension et du stress en plus de ce qu'on voyait à l'écran. Et du coup, le film démarre directement par un plan avec 2 chiens en train de se foutre sur la gueule, exactement comme ce qu'on voyait dans le film original. Et je me suis dit, ah ok d'accord, donc le mec a bien révisé son truc, on va voir ce qu'il va en faire. Et ce truc-là revient à plusieurs reprises, et je me suis dit, ok, donc le mec a bossé sa forme, ça y a pas de souci. Il prend aussi le temps en fait d'installer son histoire, et de pas forcément aller dans les jumpscares un peu faciles d'entrée de jeu. Et vraiment, pendant la première demi-heure, j'étais là à dire, ok, c'est pas le film du siècle, mais c'est plutôt bien parti. Le truc, c'est que à partir du moment où les gamines sont retrouvées, là, on tombe dans la bêtise la plus complète, parce que je trouve les gamines absolument incapables de faire ne serait-ce que peur un minimum, même si les maquillages sont pas forcément mauvais ou quoi, mais je trouve que ils sont clairement moins impactants que après c'était Dick Smith que les maquillages originaux dans le film de Friedkin. Je les trouve vraiment pas du tout encore une fois pas du tout effrayants dans les séquences de possession. J'ai l'impression qu'elles grimacent, j'ai l'impression qu'il y a rien qui va quoi. Et puis encore une fois je suis du même avis de maison hantée en fait toujours. Ouais, il y a un côté maison hantée quoi. Et encore une fois je suis du même avis que Camélie que Dario. On est sur quelque chose de complètement opposé par rapport à ce qui avait été dit dans le film de Friedkin, quoi. C'est là, c'est la tenez-vous la main, priez tous ensemble et tout ira bien, quoi. Et vraiment, à la fin, quand il y avait tout le monde qui était autour des 2 gamines à hurler des prières et tout, j'étais là à me dire, mais pourquoi est-ce que ça marche moins bien que dans le film original où en fait il y avait juste une gamine possédée, il y avait 2 prêtres dont un qui mourait et on était 100 fois plus terrifiés, alors que là, c'est juste, déjà ils sont 150 dans une pièce, ils sont pas foutus d'arriver à quelque chose. Ça hurle dans tous les sens et j'étais là à me dire mais au bout d'un moment il va se passer quoi? Ils vont lever les mains et il va y avoir des boules bleues qui vont leur sortir des mains, ça va être un Genki Dama et du coup ils vont envoyer une boule de la Sangoku, voilà, donnez-moi votre énergie et le démon il va en prendre une quoi. Et je dis mais c'est débile, mais vraiment c'était une accumulation de tout ce qu'il fallait pas faire. On parlait aussi tout à l'heure des jumpscares et des images subliminales. Le truc où je me suis dit vraiment c'est foutu. C'est à un moment donné, il y a un jumpscare, je pense que vous le voyez tous. Il y a un champ contre champ où on voit une espèce de démon qui apparaît juste derrière un personnage donc qui est sur le contre-champ. Et en fait, c'est exactement le même type de jumpscare qu'il y avait dans Insidious, le fameux jumpscare. Ouais, c'est plagié à ce stade. Ouais. C'est quasiment le même cadre. Le démon est placé de la même façon, il fait le même type de grimace. Et quand j'ai vu ce truc-là à l'écran, j'ai regardé en fait ce qui se passait dans la salle. Il y a, je sais pas, la salle était à moitié remplie, pas une seule personne. Et la salle, c'était, honnêtement, je pense que j'ai été le plus vieux. C'était que des gamins. Il y a pas un seul gamin qui a sursauté. Et quand j'ai vu ça, je me dit putain, c'est le premier vrai jumpscare du film. Si vraiment personne ne sursaute, clairement c'est mal barré quoi. Ça part mal. Et ça part très mal. Un truc que j'ai bien aimé. Toutes les images, par contre, c'est que c'était quand même assez long. Tu vois, genre si tu ce plan-là, il est hyper long, tu prends bien ton temps et du coup, tu peux ne pas le remarquer tout de suite. Je sais pas si... Et du coup, ça rend le truc... C'est moins dans ta gueule que dans Insidious où le démon, il est orange, tu vois, et il est juste derrière. Là, c'est un peu dans le bokeh, dans le fond, tu vois. Et ça prend un peu son temps. Ça, je trouvais que c'était pas trop mal. En vrai, l'intention, elle est louable, mais c'est juste l'exécution qui est pas bonne, quoi. Alors, je sais pas si c'est le bruitage qu'ils ont mis par-dessus qui va pas. Je sais pas si c'est le montage ou quoi, ou j'en sais rien, ou peut-être un petit peu tout à la fois. Mais vraiment, le truc n'a fonctionné sur juste personne, quoi. Et puis même au niveau des images subliminales, c'est même pas subliminal, ça va à ce niveau-là, quoi. J'ai vu une image subliminale qui en vrai n'en est pas du tout une parce que j'ai eu le temps de la regarder dans tous les sens. Et surtout, c'est même pas un petit truc qui apparaît dans un coin du cadre et qui peut te faire douter sur est-ce que tu l'as vu ou pas. Là, c'est vraiment full screen, c'est vraiment plein écran.
et c'est des images qui sont esthétiquement très belles. Donc du coup, au lieu de nous mettre un petit peu mal à l'aise avec une image qu'on n'est pas sûr d'avoir vue et qui en plus est effrayante, là on a quelque chose qu'on est sûr et certain d'avoir vu et qui paradoxalement est très beau. Enfin, juste, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc vraiment, je pense que le mec a très bien bossé sa première partie dans la forme, et à partir du moment où il a fallu attaquer dans le vif du sujet, à savoir montrer un exorcisme, et surtout se détacher de ce qui a été fait avant, le mec était totalement incapable de proposer quoi que ce soit de neuf, et quand il tente des trucs, il foire complètement, quoi. Et je parlerai même pas du sort réservé à la mère de Regan et Chris McNeil. Chris McNeil, et puis au petit twist final qui sont à pleurer tellement c'est inutile, quoi. Coup dur pour l'exorciste ce soir. Je n'ai rien pour rehausser la positivité autour du film en plus, malheureusement. C'est dur, c'est très très dur, j'ai trouvé ça tout aussi mauvais que vous. Et pourtant, j'ai été très gentil, c'est-à-dire que pour lui laisser une chance d'être bon, j'ai pas revu l'original avant. Moi non plus. C'est l'erreur à faire. Je voulais lui laisser vraiment une chance d'exister seul, si tu veux, et pas dans l'ombre de son original, même si évidemment c'est le cas, c'est une suite quoi qu'il arrive. Ouais. Mais avoir l'original trop frais en tête, c'est toujours la pire des idées parce que tu vas l'avoir dans ton crâne en y allant et tu vas te dire ah merde, ouais, ok, voilà. C'est comme si tu matais Massacre à la tronçonneuse, l'original de Tobe Hooper, puis le remake. De ce que j'ai capté, visiblement. Non. Bref. Non, si je peux intervenir, oui, parce que là, le film, L'Exorciste, Believer, là, je m'en branle. Ce film-là, il fait tout le temps référence à l'original, alors que le Massacre à la tronçonneuse 2003, il ne le fait pas. C'est pour ça que le Massacre à la tronçonneuse de Netflix, lui, par contre, c'est un problème, tu vois. Voilà, j'aurais dû citer le Netflix, en effet, autant pour moi, très honnête. Belle intervention, c'est un autre épisode ça encore. Il y a un truc qui m'a fait peur en fait quand Gordon Green a annoncé qu'il allait s'attaquer à l'Exorciste, c'est que je me suis dit ça y est, putain, il a pris la grosse tête. Il fait sa trilogie Halloween, il brise entièrement les codes de la franchise, il rajoute du vigilante, des thématiques sociales, tout ça. Enfin, en fait, il a presque fait, attention, terme maudit, mais il a presque fait de l'elevated horror. Oh, le bâtard. Je me déteste, vraiment. J'utilise le terme pour que les gens captent où je vais, en fait, rapidement, parce que sinon on va prendre des heures. Mais non, je hais ce terme, voilà. Il se dit, je l'ai fait, j'ai fait ma trilogie d'Halloween, là, qui est au-dessus de tout, je peux faire l'Exorciste. Et déjà, tu vois ça, je dis, ok, donc déjà, redescends, et je me dis, putain, ok, donc déjà, Jason Blum, son producteur, doit avoir une confiance aveugle en lui pour dépenser 400 millions de dollars dans les droits de l'Exorciste. 400 millions, tu vois, c'est-à-dire que même la trilogie des Halloween a à peine fait à eux3 mondialement 500 millions. On a le budget de l'Exorciste ou pas, de ce film-là? Oui, on l'a, il a coûté 30 millions de dollars. Il a coûté 30 millions de dollars et il en est actuellement à 84 millions au bout de 10 jours d'exploitation. Il va taper du 150 000, peut-être un peu moins. Ce qui est pas immonde hein, pour un budget de 30 millions, mais il faut rembourser les droits, plus faire les deux suites, etc. Tu vois. Donc c'est quand même compliqué, sachant que légalement, ils sont obligés de faire une trilogie. Ils ont dit, quand ils ont signé le truc, il y aura, quoi qu'il arrive, une trilogie, même si ça merde. C'est en train d'arriver. Ça, créativement, je trouve que c'est une erreur, mais enfin, c'est toujours le cas, mais de se dire, on va faire une trilogie, voilà. Créativement, je trouve que ce n'est pas un choix créatif. C'est un choix business. Jason Blum, il est en pleine recherche de son prochain poulain, en fait, en termes de thunes, tout simplement. Il a vu Halloween, qui a été un succès monstrueux, rappelons-le quand même. Le Halloween 2018, c'est quand même 255 millions de dollars mondialement, et c'est l'Halloween qui a le plus rapporté au monde, tu vois. Donc, il peut se dire, on va tenter. Voilà, on y va. Là, depuis, c'est fini. Halloween, les droits sont partis chez Miramax il y a quelques jours. Il a la série Five Nights at Freddy's qui arrive, qui risque de bien fonctionner financièrement parlant, mais qui sera, je pense, difficilement accepté par les vieux fans d'horreur, qui est le public qui essaie d'avoir, en fait, si tu veux. Il y en aura le coup de cette image des jeunes qui sont fans de Blumhouse, mais qui se font chier dessus par la critique en disant « Ouais, Blumhouse, c'est de la merde pour plein de jumpscares, tout ça. » Quand on voit les films qui sortent, c'est un peu compréhensible, malheureusement, tu vois. Mais voilà, je pense qu'ils tentent de se faire une légitimité en rachetant les vieux classiques pour faire des trucs dessus, et Halloween lui a donné ce tremplin. Enfin, tu parlais du coup de l'elevated horror, enfin, entre guillemets, de ce qu'il a fait d'Halloween. J'ai pas vu Halloween, du coup. Oui. Mais là, je veux dire, l'Exorciste, il y a un boulevard pour faire de l'elevated horror. C'est même déjà de l'elevated horror, tu vois ce que je veux dire? J'y venais, c'est exactement ça. Le terme veut rien dire. Le terme veut rien dire. On fera un point sur l'elevated horror un jour. Je m'en veux d'avoir utilisé ce terme. C'est vraiment pour aller plus vite. Les gens qui utilisent ce terme sont de droite. Point. Voilà, c'est comme ça. Comme les gens qui utilisent le terme roman graphique. Voilà, je le dis. C'est des bandes dessinées. Voilà. Balance. C'est parti. Si
Si en effet il y a un film où j'aurais aimé que Gordon Green fasse ce qu'il a fait avec les Halloween, c'est L'Exorciste. Que le mec reprenne son gros ray de cocaïne là qu'il avait pris pendant sa trilogie et qui se lâche et qui nous fasse un truc totalement taré qui envoie chier l'original et tout ce qui a été fait avant en termes des règles établies par la franchise. Et là, j'ai l'impression qu'en fait le film est en gueule de bois. C'est-à-dire qu'il était en pleine montée de cocaïne sur la trilogie et là il a arrêté. Ça y est, il est sevré et il n'y a plus rien. Le film est dans l'ombre totale de l'original et lui baise les pieds et n'ose jamais briser une des règles établies par l'original. Mais ça, je pense que c'est parce que les droits de l'exorciste, ça coûte 400 millions et que Jason Blum, il lui a dit, par contre, tu fais pas le malin, quoi. Tu fais pas le ouf. Tu vas me faire un exorciste classique. Quoi. Vu la réaction des gens au Halloween, s'il avait voulu arrêter son poulain, il l'aurait arrêté. Parce que déjà, dès Halloween Kills, les gens ont dit what ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Et il s'en fout, tu vois. Et dès la fin d'Halloween Ends, qui a été, il se fait démonter par tout le monde. Halloween Ends, tu vois, c'est le Halloween 3 des années 2020, si tu veux. Il lui a dit, oui, il fait l'exorciste. Alors que en vrai, tu vois, s'il avait pas confiance en lui, il l'aurait pas laissé la tête d'une franchise comme ça. Ouais, mais après, il peut encore changer de réal pour le 2 et le 3, tu vois. Oui, c'est ce qui va se passer puisque Gordon Green a dit qu'il était pas sûr d'être investi dans le 2 et le 3, tu vois. Enfin bref, on n'y est pas encore, on y reviendra, on verra comment ça évolue. Donc bref, s'il y a une franchise où il pouvait partir en couille, c'est celle-là, et au final, tu te retrouves avec le petit guide du film d'exorciste de A à Z. Ouais, avec... mais ce truc-là de partir entre guillemets en couille et de faire l'inverse de ce qu'on attend, ça a déjà été fait, c'était l'Exorciste 2 de John Boorman. Et du coup, le film s'est fait massacrer dans tous les sens à l'époque, et encore aujourd'hui. Et je pense que les mecs, en fait, ils ont ça aussi en mémoire. Et ils se disent, on va plutôt jouer la sécurité plutôt que de tenter des trucs what the fuck et de se faire fracasser comme à l'époque, quoi. En effet. Et là, la clé de ce débat, on l'aura dans 2 ans quand il y aura la suite. Parce que je pense qu'ils ont très bien pu faire un film hyper basique, hyper plat pour ramener un peu les gens et remettre la franchise un peu en avant et se dire, on les a chopés, maintenant on fait notre truc, si tu veux. Mais dans l'état, le film, c'est de la merde. Voilà. C'est gris, c'est plat. Formellement, les films de Gordon Green, ils se tiennent. Et là, ça ne se tient absolument pas. Je sais pas qui a monté ce film, mais en termes de gestion d'espace, on est tout le temps paumé. Putain, cette maison n'a aucun sens. Même en termes de cadrage, hein. Ah oui, il fait que du cadre dans le cadre, c'est son idée, tu vois. On filme qu'à travers les portes, voilà, c'est l'idée de réalisation du film. Ouh, youpi, tu vois. J'ai dit, moi, il y a vraiment un moment où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces cadres, en fait ? C'est le dialogue entre le père et la mère du premier quand il va la voir chez elle, là, dans sa véranda au bord de la plage, là. Oui. Putain, mais il y a un cadre différent à chaque fois qui fait le chant contre chant, et les cadres ne veulent rien dire. Je dis, mais gros, qu'est-ce que tu fais ? Où est-ce que tu mets tes personnages ? C'est dur d'exprimer ça en podcast, les auditeurs, désolé. Mais oui, en effet, il y a plein de cadres étranges. Et ça sent en fait les séquences qui sont filmées avec 20 caméras, qui sont refilmées. Le monteur balance tout sur une timeline de montage. Et il n'y a pas de bonne gestion en fait de l'espace et du regard. C'est un peu le même phénomène qu'il y a eu, je trouve, dans Bohemian Rhapsody, qui est du coup en fait connu pour ses erreurs de montage. Moi, je l'ai sorti un petit peu comme ça, en moins fort quand même. Qui a gagné l'Oscar du meilleur montage. Oui, non, mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Sachant que, dossiers. Que dans le premier, désolé, je remets toujours le Friedkin, mais parce que désolé, c'est un chef-d'œuvre. Mais il faut. Mais Friedkin, il te fait peur avec une porte au bout d'un escalier. Enfin, je pense que tu dis cette porte-là, je viens de l'évoquer, tout le monde la voit. Vous la voyez, la maison. Vous voyez comment elle est foutue. Ça. Et tu vois cette fenêtre, tu sais où est l'escalier extérieur, tu sais à quoi ressemble la façade de la maison, tu sais à quoi ressemble l'intérieur de la maison, et tu la vois où elle est la chambre de Regan, tu vois. Et en fait, ça fait que, oui, il nous filme beaucoup de couloirs, Friedkin, mais c'est des couloirs terrifiants. Et là, il nous a juste filmé des portes. Là, mais oui, t'es dans un couloir d'un Ikea, voilà, tout simplement. Il n'y a pas une idée de lumière. D'ailleurs, la maison est en travaux, un peu. Genre, tu vois que la tapisserie est un peu arrachée, qu'à un moment, il pousse un escabeau et tout. Je pense qu'il voulait en faire quelque chose de ce truc, mais c'est tellement anecdotique que c'est pas... Ça sent la grosse scène coupée, ça. Ouais, ça sent la grosse scène coupée. Ce qui m'emmène à mon deuxième point, que j'ai trouvé vraiment terrible, c'est le lien avec l'exorciste, avec le retour de Chris MacNeil. Elle arrive au milieu du film, un peu comme Han Solo, tu vois, dans Star Wars 7, en mode ah oui, j'ai tout vécu, je sais, je vais t'aider, t'inquiète pas. Elle arrive, elle se dit oh, cette gamine est possédée, je vais lui parler, quelle bonne idée. Elle se fait one shot à coup de crucifix dans les yeux et elle s'en va du film. Sauf qu'elle arrive à peine à marcher, tu sais, elle marche avec une canne et elle va voir. Tu as 90 ans. Qu'est-ce que tu vas faire avec un démon ? Ils vont nous faire croire que cette nana est partie seule dans la chambre, que personne ne l'a vue. Et qu'elle a tapé la discussion avec un démon,
alors tout le monde est juste à côté. Enfin, cette Et séquence surtout, prend le c'est spectateur pas, pour un con. et surtout, c'est pas comme si il y a des années en arrière, il y avait un prêtre qui était mort en restant tout seul avec sa fille Oui. dans sa chambre en fait. Oui. Et elle y Oui, va elle solo le comme sait. une grande. Mais elle a lu plein de livres entre temps, du coup, ça va, elle est protégée par la littérature. Et je me le suis savoir. dit, ça y est, le film, ça y est, il nous prend pour un décon. Ça y est, c'est mort. Lui-même, je pense, a paniqué au scénario David Gordon Green en voulant, je pense, donner un rôle à Chris McNeil pendant que l'actrice est encore en vie, mais qu'il pouvait pas en faire grand-chose non plus parce qu'elle est pas toute vieille, pas toute jeune, pardon, et qu'il fallait la virer d'un côté, tu vois, sachant que elle est venue pour l'argent. Elle l'a dit, c'est pour faire de la charité et tout à côté. Voilà, T'étais donc, pas obligé de la motivation. faire revenir. Hein. Oui, tu peux faire l'exorciste au final sans elle. Si c'est juste pour qu'elle vienne et qu'elle fasse de l'exposition, ramener un petit peu de ah ouais j'ai fait ça, ma fille Regan et tout avec la musique de l'exorciste derrière pour bien rappeler ce que c'est, ça servait absolument à rien. Parce qu'au final, elle n'est pas là pendant l'exorcisme qui arrive après et qui est mon troisième point. Les 3 derniers quarts d'heure, c'est le fameux exorcisme. Et là, je me suis dit bon, Gordon Green, c'est un bourrin. Il sait faire la violence, il sait faire quand même du gore, il sait choquer. Il va pouvoir se lâcher enfin, tu vois. Je me dis, tu t'es retenu pendant 1h30, vas-y, balance. C'est l'exorcisme le plus basique, le plus plat et le plus déjà vu que vous avez vu dans un film d'exorcisme depuis des années. Vraiment. C'est là aussi le petit guide de l'exorcisme. Tu as tout. Le vomi, les phrases un peu cochonnes parce que ta mère va en enfer, elle suce des bites, le classique, tu vois. Ou elle se fait un peu à léviter, à se tordre un peu. Ouh, les os ils craquent. Ouh là là. On l'a vu 20 000 fois et il y a rien dans cet exorcisme qui dénote un peu et c'est d'une tristesse absolue, sauf un moment lunaire où un curé qui avait refusé de venir d'un coup revient avec une musique héroïque derrière en train de réciter des bébous papam là, voilà, qui se fait one shot comme une merde. Ça m'a fait rire, tu vois. Mais waouh, je me dis 30 millions de dollars pour filmer ça, genre c'est ça l'exorciste, pardon. On réserve un des plus grands films d'horreur de tous les temps, ça quoi. Ouais, et d'ailleurs, il meurt avec la tête retournée. Et en fait, ça va super vite. Et je me dis, comment c'est possible qu'une tête retournée, il y a 50 ans, ait marqué l'histoire du cinéma? Enfin, il y a des gens, tu dis l'exorciste, les gens, ils pensent à ça, tu vois. Et là, ça dure 10 secondes, c'est en CGI, c'est pas très beau. Genre, bon, bah voilà, vous l'avez eu, vous le vouliez. Voilà. T'as répondu à la question, en fait. C'est du CGI dégueulasse sur un personnage déjà dont on s'en branle, en plus. Donc, c'est vraiment le fan service, le jeter aux fans en mode c'est l'exorciste, youpi. Enfin bref, ce film, je l'aurais oublié dès que j'aurais fini de monter ce podcast. Et ça me fait chier de dire ça pour un exorciste, tu vois. J'avais quand même des attentes. S'il y a un mec qui pouvait faire l'exorciste, c'était Gordon Green, quoique 10 c'est haters. Et il nous a, je sais pas, il a flippé. En fait, ça y est, il est sevré de sa coke. Il a abandonné. Il voulait peut-être saboter la franchise ou il voulait juste faire chier William Friedkin. Aussi, peut-être. Mais il est mort. Ouais, peut-être qu'il voulait juste chier sur sa sépulture, je sais pas. Mais voilà, c'est ni fait ni à faire, c'est affreusement plat. C'est pas l'insulte au cinéma que beaucoup de gens disent pour tenter de faire des vues sur les réseaux. Mais on méritait mieux, quoi. Vraiment. Tout pour 400 millions de dollars. 430, voilà. Du coup. Mais 430, 460 peut-être avec la suite. Sans compter le marketing, en plus. Il y a du marketing. Ah oui, bah le marketing, au Grand Rex, on a vu des influenceurs manga. Ouh là là, ils en sont là, tu vois. Donc, ils avaient vraiment pas confiance dans le film. Je pense qu'ils savaient qu'ils avaient une bouse entre les mains. Parce que quand tu commences à faire venir des influenceurs manga à ton film d'horreur, c'est vraiment que tu cherches pas l'avis d'un fan, tu vois. Tu cherches vraiment l'avis consensuel qui va mettre tes followers d'accord et basta. Et ce qui est marrant, c'est qu'actuellement, on parle bien plus de Saw 10, qui est quand même la 9ème suite. Mais quelle époque. Alors qu'en face, t'as l'exorciste, quoi. Enfin, t'as un nouvel exorciste et tout le monde s'en fout. Mais oui, surtout qu'apparemment, Saw 10, bah, il est pas mal, tu vois. Ouais. Et c'est... Quelle époque formidable. Enfin, voilà. Surtout qu'il y a un petit truc, il y a un petit côté Saw aussi à la fin de l'exorciste. Parce que moi, quand à la fin, le démon, là, il prend la voix des deux gamines en disant il va falloir que tu choisisses et tout, il y en a une qui vit, il y en a une qui meurt, fais ton choix. Je dis, mais c'est Jigsaw, là, ou c'est l'exorciste, en fait, je regarde quel film, putain, là, enfin... Mais si je suis pas venu pour ça, quoi, enfin, je me suis trompé de ça. D'un coup, t'as une poupée qui se met à rouler, tu sais, dans le champ. Donc, et Tobin Bell derrière qui se met à tousser, quoi, enfin... non. Alors, je finirai quand même pour parler d'un gros défaut, quand même, pour parler la religion. Il y a une idée que j'ai bien aimée dans le film, c'est que tout d'un coup, on dit que la religion, au final, ça pointe du doigt la même chose, quelle que soit la religion. C'est des gens qui sont ensemble, c'est les rassemblements, etc. Et j'aime bien cette idée. Mais dans ce cas-là, montrer d'autres religions aussi. Enfin... Alors, oui, en fait, c'est ça. L'idée, elle est bien, ça dure 30 secondes. Dans une séquence qui est très mal amenée, où d'un coup, t'as une nana qui s'assoit et qui dit Madame l'officier,
Vous savez ce que c'est le mal? La meuf répond même pas, que la meuf dit, je vais vous le dire. Vraiment, la meuf casse-couille, déjà, de base. Putain, j'avais oublié ce monologue. Et tu as ce monologue de l'enfer avec plein de stock shots trouvés sur Adobe Stock, balancés de gens tout contents dans des synagogues, dans des églises. Tout le monde est content. Ode à la religion. Et tu vas te dire, ah, ils vont peut-être partir dans un machin qui va peut-être défier un peu la chrétienté et partir dans un machin qui dit que les démons, ça concerne quasiment tout le monde et que c'est pas non plus que les prières chrétiennes qui vont pouvoir les niquer, etc. C'est un peu effleuré à la fin quand du coup on fait du vaudou, etc. Mais c'est quand même la chrétienté qui est mise en avant. Ça bave de cette chrétienté américaine qui est vraiment poussée au maximum. Et venant d'un mec comme Gordon Green, qui du coup on voit souvent chier ça, je me suis dit putain, qu'est-ce qui s'est passé entre Halloween Ends et l'Exorciste pour que tu deviennes une grosse couille molle? Surtout qu'il y a un autre truc, maintenant je viens d'y repenser, que vu que tu viens d'évoquer cette scène, il y a un autre truc qui m'a mis vraiment très mal à l'aise dans ce film. C'est la question de l'avortement, qui est en fait, à un moment, il y a un des pères de famille qui dit on est puni parce qu'on a tous péché, moi aussi j'ai péché. Mais le seul péché qui est dénoncé par le démon, c'est l'infirmière qui est une ancienne, qui a failli devenir bonne sœur et qui en fait ne l'est jamais devenue parce qu'elle a avorté. Et c'est le seul péché qui est mis en avant, c'est l'avortement. Et c'est elle qui se fait reprendre par le démon et qui est punie. Enfin, que le démon lui dise t'as fait de la merde, tu vas être puni. Bien sûr, c'est un démon, il est là pour dire ça. Mais en fait, il y a que elle comme personnage qui est montrée du doigt et elle n'est montrée du doigt que pour ce crime entre guillemets là. Et du coup, ça couplé au fait que je trouve que le film est quand même très religieux. Je me suis demandé ce que ça venait foutre là, quoi. Ça me pose un peu problème que ce truc-là soit le seul péché mis en avant par le film. Voilà. Totalement d'accord. Ça flirte avec assez dangereusement, je trouve. Très dommage. David Gordon Green, il vient de l'Arkansas. C'est vrai. Oui, mais venant d'un mec qui était plutôt, attention, je vais dire un autre mot horrible, qui était un peu woke, le W-word, très décevant de devoir partir là-dedans, quoi. Quelle est l'idée? C'est jamais trop réévoqué, c'est vraiment, ce personnage est caractérisé par le fait que elle a avorté. Voilà. Et c'est le seul personnage qui a un arc narratif, en tout cas. Oui. Ah oui. Donc ça, c'est ça. Bien, mais normalement, tous les personnages devraient en avoir, mais c'est bien. Bravo. On n'est pas là pour ça. On verra après. Peut-être que dans la suite, le père aura enfin un arc. Peut-être qu'il gérera mieux sa fille. Je sais pas. Ce qui m'amène vraiment mon dernier point avant qu'on passe à l'avis des auditeurs, c'est que c'est un mauvais photographe, non? C'était dans mes notes, moi. Oui, peut-être aussi. Pourquoi pas. On prend à ce stade. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire comme suite à ça, en fait? Parce que, ok, bon, le démon est toujours là, il gagne, mais putain, en off, tout à l'heure, je déconnais en disant que dans les mythes, dans le lore et tout, en effet, Pazuzu, c'est l'ennemi naturel du démon du film. J'ai plus le nom du démon du film, j'en suis désolé, j'ai plus mes notes sous mes yeux. Et je me dis, quitte à faire un truc débile, faites un Pazuzu versus le démon du nouvel exorcisme, tu vois. Genre Godzilla contre Kong. Ouais, Freddy versus Jason, une version de l'exorciste, tu vois, ramener plein de curés, toutes les religions, bataille de religion, vraiment, balancé. Sadako versus Kayako avec du vomi, quoi. Ouais, c'est ça, vomissez vous tous dessus, faites un truc, mais... Faut ramener le prêtre de Braindead, par contre, s'ils font ça. Parce que... Prêtre Avengers, tu sais. mais voilà, franchement, je suis curieux de savoir ce qu'ils vont pouvoir faire de ça, quoi. En plus, le retour critique, il est évident, pour le coup, tu vois. Ils peuvent pas louper ça chez Blumhouse. Donc, je sais pas. J'attends de voir. Vraiment, je suis curieux. On va passer à l'avis des auditeurs pour terminer, qui ont été peut-être un peu plus gentils que nous, quand même, à part un ou deux qui étaient tout aussi salés, mais dans l'ensemble, je m'attendais à bien pire. C'est-à-dire que d'abord, Mrs. Zombie Unicorn a écrit: pour moi, c'est une marque d'affection envers l'exorciste. Le film est très pudique et n'ose pas. J'ai pourtant été emporté par la lenteur du scénario, touché par les différents personnages, par le final. Tout semble en retrait de peur de trop effleurer l'original, ce qui donne aussi un côté engagé et passionné. Les deux actrices sont incroyables, leur maquillage sublime, pourtant lui aussi léger. La bande-son reprise, elle aussi, est pudique et j'aime beaucoup. Et le film, je suis d'accord qu'avec un seul point. Le film, il effleure l'original, mais il effleure le spectateur aussi, quoi. Enfin, je suis désolé. La lenteur, je peux comprendre. J'ai bien aimé le slow burn au début. Ouais, pareil. Je suis d'accord. Dario, moi, j'étais d'accord avec ce qu'elle disait sur la musique. Je trouve que la première fois qu'on réentend le thème de l'exorciste un peu revisité, c'est quand le père, il va voir la mère du premier. Et je trouve que cette reprise-là, elle m'a marqué en mode putain, elle est vraiment cool, tu vois. Je l'ai pas réécoutée depuis, mais en voyant le film, je me dis putain, la reprise, en vrai...
quasiment des petits frissons, tu vois. Mais Ouais, c'est des petites notes de piano en fait qui arrivent comme ça progressivement et au bout d'un certain temps, tu reconnais le thème. Enfin, il est pas immédiat quoi. je trouvais que c'était bien. Norman Mez a écrit « J'ai adoré sa trilogie Halloween autant que je déteste ce film. Pitié qu'il en fasse pas une trilogie. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, Norman. Malheureusement, la trilogie, elle arrive. Et peut-être pas trilogie de David Gordon Green, du coup. Ouais, ce sera trilogie de Jason Blum en panique parce qu'il a foiré le premier film. Paracelsia et Roland de Gilead ont envoyé deux avis qui se ressemblent assez, donc je les ai collés ensemble. Paracelsia dit « C'est le jeu de faire souffrir les chroniqueurs et les chroniqueuses, c'est jumpscare ». Et Roland a écrit « Vous aimez parler de films nuls, en fait ». Et voilà, ça m'a fait rire. En rajoutant en plus, le prochain, c'est quoi ? C'est Zombie 3 ? Et en vrai... En vrai, non. Mais en même temps, 3, moi, il est marrant. Ça nous a permis de parler de L'Exorciste, qui est un film que j'aime d'amour, mais que je pense que si on avait fait un épisode sur L'Exorciste, on n'aurait rien dit d'intéressant ou de nouveau, et juste ça a été une très belle manière pour nous de déclarer notre amour à L'Exorciste et à la haine de L'Exorciste. Voilà. C'est comme l'épisode Massacre à la tronçonneuse, hein. Vraiment, le premier, il fallait pas le faire, quoi. Voilà. Milas Seven, c'est pas si pire, mais ça reste assez moyen. Il y a un double discours assez chelou dans le film, on sait pas trop où il veut aller entre le discours pro-catho et autres croyances. Du coup, pile comme on l'a souligné tout à l'heure. Marble Mellow, c'est globalement assez foireux et paresseux, mais ça en devient carrément problématique quand le film s'oriente sur le terrain de chasse des pro-life US et anti-IVG pour leur donner raison. Ça confirme que malgré leurs défauts, L'Exorciste 2 et 3 étaient bien mieux foutus. Voilà, un peu d'amour pour les suites originales. C'est quoi cette communauté Exorciste 2 là ? Parce que vous l'avez pas vu depuis combien de temps ? Ne les invoque pas. Il te possède. Après, mais en vrai, c'est peut-être le truc qui va réussir à faire En vrai, c'est peut-être le truc qui va réussir à faire ce film, c'est de nous donner envie de revoir L'Exorciste 2 et 3, quoi. Il y a moyen. L'Exorciste 2, jamais je le reverrai, hein, je pense. Vraiment pas. Hein. Ah, je suis un peu curieux quand même. Ouais. Je pense que c'est beaucoup trop flou pour que je puisse garder un avis définitif. Quoi. Ça se trouve, je vais détester, hein, mais au moins je le reverrai. Quoi. Mais tu sauras définitivement que c'est de la merde. Du coup. Trashifano a écrit une abomination absolue, une histoire fainéante et futile qui masque à peine l'incapacité de Gordon Green de se détacher du matériel original. Quoiqu'ici, tellement nous sommes à des années-lumière du chef-d'œuvre de Friedkin et du troisième film de Will. Il y a pas de fin d'avis. La chose s'arrête là. En vrai, laisse-le comme ça la vie dans le montage, hein, c'est parfait. Je suis désolé, Trashifano. J'ai mal copié-collé la vie. Sam Girard a écrit terrifiant d'ennui au point où la trilogie d'Halloween apportait quand même d'une certaine manière une nouvelle vision de la saga et de son mythe, mais là on souffle fort sur le manque de prise de risque. Je reste quand même curieux de voir la suite. T'as de la chance. HK a écrit la grosse critique pour finir. C'est pas nul à chier, mais juste nul. Ça ne raconte rien, ça n'a aucune intensité. La fin pop d'un coup sans prévenir avec une résolution sortie du chapeau. La musique qui ne cesse de bégayer le thème de Tubular Bells à tout bout de champ. La partie suite de l'Exorciste qui ne sert à rien, qui n'est pas traitée du tout, et ce qu'ils font de Ellen Burstyn est honteux. J'ai rarement vu de film ne proposant absolument rien comme peut le faire l'Exorciste Dévotion. On ne peut même pas dire que c'est raté, puisque pour être raté, il faut avoir quelque chose, avoir de l'ambition visuelle, narrative, ce dont Gordon Green est complètement dépourvu. Voilà, Destructeur. Bonne ambiance. Je suis totalement pas d'accord avec la phrase de Gordon Green. Genre, je veux pas dire qu'il manque d'ambition visuelle et narrative vu les Halloween, mais c'est un gros débat. Et dans je ce veux film, pas lancer de l'huile. Si. Enfin... Ah, là, c'est un ratage. Ah oui, là, c'est la glissade absolue. Pour le coup, voilà. Rendons à César ce qui est à César. Il a merdé. C'est la fin de cet épisode. Désolé, c'est encore un épisode full haine, mais on n'y peut rien si l'actualité allait à chier, malheureusement. Ouais. Voilà, on reparlera d'actualité en plus la semaine prochaine avec un film qui a l'air quand même beaucoup mieux, qui sort en France et qui est un film français en plus. Et ça, c'est beau. On aime soutenir le cinéma francophone. On se dit à la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast, Twitter et Instagram. 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord ou à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires. C'est très utile pour soutenir le podcast. Et on vous dit à vendredi prochain. Ciao. Bonsoir.